Depuis toujours, je m'émerveille devant les splendides maisons de caractère qui font le charme de notre pays. J'aime imaginer ce que leurs vieilles pierres nous raconteraient si elles pouvaient parler. Car certaines de ces vénérables demeures sont d'authentiques livres d'histoire qui ne demandent qu'à être ouverts. Et c'est pour mieux éclairer leur passé que leurs propriétaires ont fait appel à moi. Ensemble, nous allons tenter de lever le voile sur les mystères que renferment ces murs. Nous allons remonter le temps et vous raconter autrement cette France que nous aimons tant. Surnommée la Carcassonne du Nord, avec ses 3 km de remparts, Montreuil-sur-Mer est une cité médiévale fascinante. Située sur la côte d'Opale, à 20 minutes du littoral, cette ville flotte entre ciel et terre et surplombe la vallée de la Canche. Au détour des rues pittoresques de Montreuil-sur-Mer se trouvent de nombreux vestiges de différentes époques. Des maisons basses, des venelles. Mais le plus intriguant, ce sont les nombreux hôtels particuliers qui jalonnent les rues principales. C'est dans l'une de ces magnifiques demeures que vit Tim. Cet Anglais, devenu Montreuillois, a eu un coup de cœur pour cette maison. Aujourd'hui, il aimerait en savoir davantage sur son origine et, qui sait, les secrets qu'elle abrite. C'est pour cette raison qu'il a fait appel à moi. Ensemble, nous allons enquêter pour découvrir le passé de son hôtel particulier. Mais pas seulement. Car cette bourgade paisible fut le théâtre d'événements majeurs de l'histoire de France. Bonjour. Bonjour Tim. Une histoire dont la maison de Tim, point de départ de notre quête, recèle déjà quelques indices. Toi, tu es anglais. Oui, c'est ça. Petit peu d'accent. T'es pas trop dépaysé dans un décor comme celui-ci? Ah non, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai tombé amoureux de cette pièce. T'as essayé de conserver au maximum oui, des choses? On a essayé de garder le ADN de la maison. Les trumeaux, ils sont magnifiques. Ça, c'est les trumeaux quoi, du XVIIIe siècle? C'est vraiment difficile à dire. Ça, c'est en style anglais. Ça, c'est vraiment en style anglais, celui-là. Celui-là, c'est en style italien. Oui. Là, c'est style du Pays-Bas. Ces trumeaux, apparemment anciens, piquent ma curiosité. C'est une piste à creuser. Ce qui est juste à côté, c'est quoi? C'est un autre salon? Oui, c'est un autre petit salon. Je crois que c'était un salon de musique. Oui. Parce qu'on a des belles brasseries. Ça, c'est super. Est-ce que tu as dû le refaire ou est-ce que tu l'as trouvé dans cet état? C'était vraiment bien conservé? On a brossé. On a brossé avec une brosse à dents. Incroyable, super. La cornemuse, ça parle forcément un anglais, ça. Bah oui, oui, un gallois plus tard. Mais est-ce que vous connaissez le descriptif d'un English gentleman? Non. C'est quelqu'un qui sait jouer le cornemuse, mais il ne le fait jamais. C'est ça? Oui. C'est mieux pour les amis? Voilà. Quand est-ce que tu es venu à Montreuil-sur-Mer pour la première fois? Ouf, c'est il y a longtemps. J'avais 18 ans, j'étais en moto. Non. Oui, vraiment. C'était totalement par hasard. J'ai trouvé un hôtel à 50 francs la nuit et j'ai tombé amoureux tout de suite. Coup de foudre, on disait en français. Qu'est-ce qui t'a plu ici? Le tout, hein, le tout, les rues pavées, les bâtiments, les remparts. Et bon, à la naissance de mes enfants, j'ai acheté une petite fermette de 15 km d'ici. C'était il y a combien de temps, ça? Ouf, plus de 30 ans.
D'accord. Ouais. Et celle-ci, tu en as fait l'acquisition à quelle période 2007. J'ai décidé de faire un projet de maison d'hôte. J'ai vu cette maison et tout de suite, 3 minutes après, je disais c'est parfait pour le projet que j'ai cherché. Effectivement, c'est une maison qui a traversé différentes époques. Et moi, ce que j'ai envie de faire avec toi, parce qu'on va faire une équipe véritablement, c'est de retracer l'arbre généalogique de cette maison, de tout savoir sur son histoire. Tu es d'accord avec moi? Absolument. Le point de départ de notre enquête, tenter de connaître la date de construction de la maison de Tim. Montreuil-sur-Mer, qui ne compte que 2000 habitants, abrite pourtant un très grand nombre d'hôtels particuliers, semblables à celui de Tim. Pour mieux comprendre l'histoire de ces belles demeures si chères aux Montreuillois, je retrouve Karine Merlin, guide à Montreuil et passionnée de l'histoire de sa ville. Bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Vous avez vu, on a de la chance. Il aurait pu faire beau et chaud. Eh oui, mais que voulez-vous? Le Pas-de-Calais, c'est comme ça. Mais ça contribue au charme de la Exactement. région, bien sûr. Alors, natif de Montreuil ou pas? De la région, on va dire. D'accord. Voilà. Arrivé ici à quel âge? Oh, j'avais 8 ans. Moi, je considère que vous êtes d'ici, Oui, vraiment. on peut dire ça. Alors, pour tout vous dire, ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, ce sont les hôtels particuliers. Il y en a partout. Alors ici, c'est incroyable. Vous en avez une quarantaine qui ont été construites entre 1730 et 1810 apparemment. Vous voyez, vous en avez justement quelques-uns ici. Voilà, donc avec des façades sur rue. Et qui construisait ces demeures? Alors essentiellement des nobles, des gros propriétaires terriens qui venaient pour passer l'hiver en ville et repasser ensuite l'été dans leur maison à la campagne. Ces nobles du XVIIIe siècle ont transformé le visage de Montreuil. Ils rasèrent les petites maisons modestes des axes principaux de la ville pour édifier leurs hôtels particuliers. Toutes les maisons que l'on voit ici sont à chaque fois des hôtels particuliers? Alors presque toutes, puisqu'on les reconnaît notamment grâce à leur grande porte cochère, qui permettait en fait l'accès à la cour et au jardin. Donc on mettait souvent le salon, la salle à manger sur le devant, comme ça quand il y avait de la lumière, quand il y avait des balles, etc. On voyait exactement ce qui se passait et on pouvait montrer un petit peu son importance. Voir et être vu. Exactement. C'était aussi la devise à Montreuil. Voilà. Est-ce qu'il y a ici un hôtel particulier qui retient plus votre attention qu'un autre? Oui, il y a un petit trésor caché et je vais vous y emmener, vous allez me dire ce que vous en pensez. Avec plaisir. Karine m'emmène à l'hôtel de Longvilliers, un des bâtiments les plus élégants de la ville, à la fois sobre et singulier. Ah, là, on est effectivement sur des surfaces de façade complètement différentes de ce que l'on a pu voir tout à l'heure. Là, on a quelque chose qui est beaucoup plus en arrondi. Voilà, en hémicycle. Avec des ornements de façade, Voilà, des rosaces un peu partout. La craie qui sépare bien les étages, qui entoure les fenêtres. Le fronton aussi décoré, avec des armoiries. À l'intérieur de l'hôtel, Karine a préparé une archive précieuse, la plus ancienne de Montreuil. C'est un document qui pourra peut-être m'aider à découvrir la date de construction de l'hôtel de Tim. Plan de la haute et de la basse ville de Montreuil, levé entre 1781 et 1785. Tout à fait, donc avant la Révolution française. Et entre les plans de cette époque et aujourd'hui, la configuration de Montreuil a beaucoup changé? Pratiquement pas. Et la donc, maison de Tim serait où, là? La maison de Tim, donc d'après le cadastre, serait ici au numéro 48. Ça veut dire qu'elle a été conçue avant la Révolution française, Tout à alors? fait. D'accord. Alors, ce numéro 48, on va pouvoir savoir le ou la propriétaire de cette époque. Ah bah, montrez-moi, je suis intéressé. Alors, c'est écrit minutieusement, tout petit, donc Oui. il faut avoir des bons yeux. Oui. Dame Marie-Antoinette Piquet, veuve du sieur Dupuis. Est-ce qu'on sait ce qu'est devenue cette dame par la suite? Alors, moi, personnellement, je ne le sais pas. Il faut continuer l'enquête. Mais en attendant, j'ai une petite surprise pour vous à l'hôtel Acari de la Rivière. Nous sommes passés à proximité tout à l'heure. Vous m'abandonnez. Oui, Bon, alors je vais à l'hôtel Acari. Vous pensez que Tim sait où il se trouve? je pense oui. Allez le Merci chercher. mille fois, Karine. Je Merci vous en à vous. prie. Merci. Madame Dupuis. Je repars en connaissant le nom de la famille qui a sans doute construit l'hôtel particulier de Tim. En rejoignant l'hôtel Acari,
le dernier construit à Montreuil, je me demande ce que Karine a bien pu y organiser. En franchissant le seuil de cette sublime demeure, Waouh, elle est très belle cette maison. Très, très, très belle. nous sommes projetés 200 ans en arrière. Je devine que nous allons découvrir comment Madame Dupuis vivait au XVIIIe siècle. Dites-moi, c'est une mise en ambiance. Qu'est-ce qui se passe ici, mesdames? Expliquez-nous. Vous entrez dans un salon au XVIIIe siècle. Nous sommes au XVIIIe siècle. Vous êtes au XVIIIe siècle. On ne s'est pas présenté. Tim, Stéphane, et vous êtes? Meryl, Irène, C'est quoi ce curieux instrument? c'est une cornemuse de chambre qu'on appelle la musette de cour ou musette baroque. Elle était jouée sous cette forme avec 2 chalumeaux, sous Louis XV essentiellement. Voilà, c'est une cornemuse qui a un son très feutré, très doux. Alors, je vois qu'il y a différentes tables, certaines, à mon avis, qui sont simplement des tables de jeu. Le mobilier aussi, qui a été très choisi. Comment est-ce qu'on appelait ces fauteuils là-bas? une duchesse brisée. Est-ce que Tim, tu veux essayer effectivement cette assise? Bien sûr, j'adore les duchesses brisées. Elle vous tend les bras. C'est la première fois que vous vous asseyez sur une duchesse, hein? Peut-être le deuxième, madame. Un peu l'ancêtre de la méridienne. Exactement. Très bien. Tu es bien là? Oh, c'est super confortable. Grâce à Irène, je découvre le quotidien de Madame Dupuis. On se lève tard, on déguste un chocolat, puis vient la toilette qui peut durer plus de 2 heures en vue de recevoir du monde. C'est vrai. Ensuite, on recommence ce rituel jusqu'aux mondanités du soir. Ça manque de valet quand même. Entre gens de bonne compagnie, on joue au cavagnol, le loto de l'époque. Ah, dans celui qui préparait le jeu devait systématiquement rouler à chaque fois les numéros et les remettre à l'intérieur? À quoi servent les femmes de chambre? Suis-je bête? 36. 36. Yes. Et on a tous les cartons à remplir. Bah dites donc, je comprends, c'était très très long ces parties de cavagnol, non? C'est un jeu qui prend du temps, mais c'est un jeu qui passionnait, surtout les dames d'ailleurs. Et certaines dépensaient des fortunes au cavagnol. On pouvait se ruiner au cavagnol? Ah oui, on peut se ruiner. Incroyable. Oui. Meryl, je suis en train de regarder l'instrument dont vous avez joué tout à l'heure. Je repense à la maison de Tim. Ça me fait penser aux instruments qu'il y a sur les boiseries de ton salon, hein? Oui, oui, je crois que peut-être j'ai une photo. Voilà. Rien. Vous sauriez dater plus ou moins la boiserie? Oui, c'est une musette de cour. Alors, la représentation est fantaisiste apparemment, hein, mais c'est ça. En fait, la musette, c'est 1670-1760. À partir de 1760, on la voit de moins en moins, on l'entend de moins en moins, mais elle a tellement marqué son époque qu'elle est restée dans la mémoire collective, et je pense que c'est pour ça on en retrouve souvent en représentation, mais fantaisiste, quoi. Mais ça nous Donc, fait une information complémentaire, ça. On sait maintenant que la maison de Tim a été conçue après 1760, oui. et de toute façon, avant 1785, j'en ai eu la preuve avec le document que j'ai eu avec Karine tout à l'heure. Merci beaucoup, Meryl, merci. On se refait un petit cavagnol, là, je suis chaud, là, je sens que je suis en veine. 74. 74, on n'est pas loin. Ah, pas loin. On n'est pas loin. Avec des Tricheur, tricheur. C'est ça que je fais planer. Dans Montreuil, les différentes strates d'histoire se font sentir dans toutes les rues. Nous quittons l'hôtel Acari avec l'envie de continuer à dérouler le fil du temps. Qui sont les propriétaires qui ont succédé à Madame Dupuis? Nous retournons à la maison de Tim pour découvrir de nouveaux indices. Il y a encore quelque chose que je ne t'ai pas montré. Oui. Ça, c'est les trésors qu'on a découverts quand on a vidé la maison. Ça, c'était dans la cave, c'était un peu partout? C'était un peu partout, mais c'était vraiment le trésor du 19e. Devant toutes ces réclames médicales, Tim me raconte que les derniers propriétaires, Monsieur et Madame Sarrazin, tenaient une pharmacie dans cette maison.
J'adore ça, chocolat hygiénique des pharmaciens français. On vendait du chocolat ici? Bah oui. Et là, je vais vous montrer ce qu'on a aussi trouvé dans la maison. C'est le compte commercial qui démarre en 1941. Voilà, des pages, des pages, des pages. Et tu sais jusqu'à quelle période c'est resté une pharmacie? Je crois que c'était les années 75, quelque chose comme ça. D'accord. Des éléments du 19e siècle, un registre du milieu du 20e, j'ai du mal à retracer une chronologie cohérente. Est-ce que tu sais quelle était la configuration de la pharmacie? Oui, je sais un peu parce qu'il y a des anciens qui m'ont dit que là, dans le coin, il y avait la caisse pour l'argent, bien sûr, pour payer avant que vous partez. Bien sûr. Là, c'est... Bon, tous les médicaments sont stockés là. Et là, si vous voulez me suivre, il y a l'ancien bureau de M. Sarrazin. Et il est resté plus ou moins dans l'état. Ça, c'était le meuble qu'il avait. Absolument. Incroyable. Ça nous fait une énigme en plus. Voilà. À quelle époque ce lieu est devenu une pharmacie? Voilà. On va le découvrir. Comment cette maison a pu passer des mains d'une aristocrate à celle d'un pharmacien? Peut-être que la clé de cette énigme réside dans le destin de Madame Dupuy pendant la Révolution française. Pour pouvoir élucider tous ces mystères, nous nous rendons chez Philippe, un Montreuillois fin connaisseur de l'histoire de sa ville et grand collectionneur. Des milliers de gravures, de documents anciens et de livres sur l'histoire de Montreuil et ses environs remplissent ses étagères. Oh, je constate que Philippe a déjà bien travaillé. Il y a énormément de choses sur cette table. Je suis persuadé que vous allez pouvoir nous aider. Bon, la première question, c'est de Madame Dupuy. Qu'est-ce qu'elle est devenue? À l'époque de la Révolution, cette brave femme est devenue veuve. Oui. Et bien entendu, comme la plupart des personnes de la noblesse, elle a émigré. Elle n'a pas eu la chance de revenir sur Montreuil. Et dans cet ouvrage, on sait ce qu'est devenu son bâtiment. Il a été vendu comme bien national en 1793, vendu pour 7200 livres et acheté par M. Agache, qui était apothicaire. Un pharmacien déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Et alors, ce qui est exceptionnel pour ce bâtiment, c'est que, en suivant tous les annuaires, parce que Montreuil a la chance d'avoir toute une quantité d'annuaires à partir de 1850, on retrouve que le bâtiment a toujours été une pharmacie. La maison de Tim a donc été une pharmacie pendant 183 ans et a connu 12 propriétaires. C'est incroyable de voir les annuaires de la dernière siècle à 50 centimes. Ouais. On voit De francs. De francs. C'est incroyable de voir ça. C'est des bijoux que j'ai jamais vus. Mais il y a effectivement des documents très rares tout autour de cette table. Et cette bouteille, c'est quoi ça? Il y a le nom d'un propriétaire dessus. Oui, Monsieur Carré, qui est recensé déjà en 1895 et qui le sera pharmacien jusqu'à la Première Guerre mondiale. D'accord. Lorsque l'armée anglaise est arrivée en 1916, bien entendu, ils ont été clients de Monsieur Carré. L'armée anglaise était ici en 1916. Exactement. Donc, j'ai encore une question à te poser. C'est de trouver si Churchill est venu à Montreuil, parce qu'il y a une rumeur qu'il était là en 1917. C'est curieux de se poser cette question quand même. Oui, mais bon, j'ai une anecdote personnelle avec ça, parce que mon grand-père, elle était ennoblée par la reine. Anobli par la reine? Oui, à cause de Winston Churchill. Mon grand-père a seulement accepté cet honneur sur la condition que le titre ne passe pas aux enfants. Il était dur, le grand-père, dis donc. Oui, il était un dur. L'opération Winston est lancée. Je vais tenter de savoir si Churchill est passé à Montreuil, et même, pourquoi pas, dans la pharmacie de Tim. En attendant, je lui ai concocté une petite séance de travaux pratiques à la faculté de pharmacie de Lille. Le temps d'une après-midi, Tim va enfiler la blouse du pharmacien d'antan. Tim retrouve Jacques Potencier, Bonjour. Bonjour. membre de la Société d'histoire de la pharmacie. Bonjour, Enchanté. je suis Jacques. Enchanté aussi. Bon, dis-moi, où sommes-nous? Eh bien, nous sommes dans une pharmacie du 18e, début 19e. C'est absolument incroyable.
j'ai vu ça en entrant. C'est quoi? C'est un serpent? C'est quoi C'est exactement? une vipère. On utilisait la chair de vipère pour faire des préparations, dont la thériaque. C'était la panacée universelle, c'était la potion magique, on s'en servait pour beaucoup de choses. Elle était prescrite par les médecins et délivrée par les pharmaciens. J'ai peur pour mon prochaine question, parce que j'ai vu aussi ça. Eh bien, C'est quoi ça exactement? Eh bien, ça, c'est des suppositoires. C'est fait non. à base de beurre de cacao. Tenez, je vais vous faire sentir le beurre de cacao. C'est très bon. Et alors, ceci est un suppositoire. Regardez. Le beurre de cacao se fond à 37 degrés, donc à la température du corps humain. Mais je vais vous poser une question. Connaissez-vous l'expression « se dorer la pilule » Ça va avec les suppositoires ou ça Non, rien? ça n'a rien à voir avec Non, les j'ai suppositoires. non, je connais Il y a pas pas cette un expression. ça. Non. Un Anglais qui ne connaît rien au bronzage, rien de surprenant. Grâce à Jacques, Tim va découvrir que derrière cette expression se cache une opération que les précédents occupants de sa maison ont pratiquée pendant plusieurs siècles. Tels des chimistes d'autrefois, ils confectionnent ensemble des pilules. Donc là, je mélange le tout. C'est une cuisine de précision à la goutte près. Ça demande énormément de temps pour faire un... Ça demande énormément de temps pour faire des pilules. C'est pour ça que c'est plus utilisé actuellement. Et pour leur donner une forme sphérique, on se sert de ce disque. Comme un magicien. Bravo. Maintenant, je vais les dorer. On utilise pour ceci une boule à dorer les pilules dans laquelle nous avons mis une feuille d'or. Mon Dieu, c'est du vrai? C'est du vrai, c'est de l'or. L'intérêt de ça était de supprimer le goût désagréable des pilules. Tu peux essayer une pilule Vous dorée. n'avez pas mis de mercure dedans? Non, ni d'arsenic. Bon, ok. Ça va? Pourquoi t'es tout blanc? C'est normal? Et tout vert maintenant? Alors que Tim apprend à dorer les pilules, je me lance sur les traces de Churchill et la présence de l'armée britannique pendant la Grande Guerre. Le 3 août 1914 éclate un des conflits les plus meurtriers du XXe siècle, dont le bilan atteindra plus de 20 millions de morts. En 1915, l'armée allemande qui a envahi le nord-est de la France est arrêtée dans sa progression et la ligne de front s'enlise à moins de 100 km de Montreuil-sur-Mer. Contre toute attente, c'est dans cette petite ville de province qu'une partie du destin de la Première Guerre mondiale s'est jouée. La citadelle est un des lieux clés de cette page d'histoire. Cette magnifique place forte construite en 1567 et classée monument historique fait la fierté des habitants. Je retrouve Bruno Bétoir, historien et ancien maire de Montreuil. Bonjour Bruno. Bonjour. Ravi de vous Stéphane. rencontrer. Enchanté. Allons découvrir ce lieu prestigieux. Bruno, pourquoi avoir fait le choix de ce rendez-vous à la Citadelle pour évoquer la Première Guerre mondiale? La Citadelle est un lieu extrêmement important pour toute l'histoire de Montreuil-sur-Mer. Parce que la ville de Montreuil-sur-Mer est une ville fortifiée. Oui. Elle avait un château, il est là juste à côté. Elle a eu une citadelle, puis ensuite elle a eu une garnison. Et donc, les Britanniques cherchaient un lieu fortifié pour assurer la sécurité de leur état-major. La Citadelle est un des lieux du grand quartier général britannique, le GHQ en anglais. Nous sommes en quelle année lorsque le GHQ s'installe ici à Montreuil-sur-Mer? Exactement en mars 1916. Étant donné l'étendue du front, il faut être suffisamment à distance pour pouvoir gérer le front d'Ypres jusqu'à la Somme. Et toujours être en lien avec le War Office, le War Cabinet, c'est-à-dire le ministère de la guerre de Londres. Au total, ce sont 2000 hommes qui investissent Montreuil-sur-Mer. Pour loger tous ces militaires, les habitants ouvrent les portes de leur demeure, monnayant un loyer.
les officiers se garantissant un confort tout aristocratique grâce aux hôtels particuliers montreuillois. Bruno tient ensuite à me mener dans le centre névralgique du commandement britannique. Nous entrons dans les casemates de la citadelle qui datent du règne de Napoléon III. C'est ici qu'était installé le centre de transmission télégraphique qui avait pour mission d'envoyer les messages de tout l'état-major à l'ensemble des divisions installées sur le front. C'était un réseau de combien de kilomètres de long? On a calculé qu'il y avait 23 000 kilomètres de lignes télégraphiques qui avaient été enterrées. Et tenez-vous bien, Stéphane, dans ces casemates, il y avait par jour 9000 télégrammes, 9000 transmissions télégraphiques qui étaient envoyées essentiellement vers le front. C'est notamment d'ici que l'état-major dirige la bataille d'Amiens, qui marquera le début de la défaite allemande. Le 8 août 1918, les troupes alliées lancent l'assaut contre l'ennemi. En une journée, l'armée allemande perd 27 000 hommes, dont beaucoup sont faits prisonniers. Le commandement britannique est informé en temps réel de cette victoire décisive. C'était un système très efficace. Absolument. Sauf quand sur le front, il y avait des bombardements. La communication était coupée? Eh oui. Et là, il fallait trouver une autre solution. C'est vraiment un lieu impressionnant quand même. C'est un lieu authentique. Pour rétablir la communication, dont des millions de vies dépendaient, l'armée anglaise a usé d'une technique inattendue et ancestrale. Bruno me mène sur les fortifications de la citadelle, juchées au-dessus des casemates. Nous sommes donc à la Tour Blanche, et c'est d'ici que l'on trouvait un moyen d'envoyer des messages. En effet, il y avait dans la partie supérieure de cette Tour Blanche un pigeonnier. Et le pigeon voyageur, c'était la solution? Absolument, voilà. Elle se faisait dans les deux sens, c'est-à-dire l'état-major envoyait des messages, mais sur le front, on envoyait des messages, mais le front, c'était beaucoup plus risqué, donc il y avait des pigeons, 2 par 2, qui étaient installés dans les tanks, surtout à partir de 1917-18, et il y avait donc des personnes formées dans les tanks pour recevoir et envoyer les messages. Et d'ailleurs, je vais vous présenter un coulonneux, un passionné de pigeons, Jean-Louis, qui va vous expliquer la technique utilisée, qui est encore valable tout à fait aujourd'hui. Il regarde d'où vient le vent pour faire décoller les pigeons voyageurs. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer, Jean-Louis. Jean-Louis Descailles. Bonjour. Vrai passionné, vous en avez combien des pigeons voyageurs? Environ 200. Les colombophiles, c'est considéré comme quoi? Comme étant un sport aujourd'hui? Oui, tout à fait, c'est un sport. Oui. Si je demande à votre pigeon de m'envoyer un message de Paris à Moscou? Non, ce ne sera pas possible. Les pigeons, on les lâche d'un point et ils vont forcément revenir à leur colombier d'origine, de naissance. Le vôtre vient d'où alors? Moi, mes pigeons sont à Berck-sur-Mer, donc quand je vais le lâcher, il va faire son possible pour revenir le plus vite possible à son colombier. Alors, je vais de nouveau faire appel à vos compétences d'historien, parce que j'ai promis à Tim de résoudre une énigme. Est-ce que Winston Churchill est bien passé par Montreuil-sur-Mer au moment de la Première Guerre mondiale? Winston Churchill était à Verchock à partir de 1917. C'était à proximité? Tout à fait à proximité. Et on a quelques témoignages qui indiquent qu'il a forcément passé, puisqu'il était en lien avec le grand quartier général britannique. Notamment au printemps 1918, il est venu à 2 reprises. Nommé ministre de l'Armement en juillet 1917, Winston Churchill se rend à Montreuil pour mesurer les besoins en munitions de l'armée britannique. Alors je vais vous demander d'être encore un peu plus précis. Est-il passé au 76 rue Pierre-Ledan, à la pharmacie, où habite Tim maintenant? Alors là, Stéphane, nous entrons dans le domaine des hypothèses. J'en propose une qui peut paraître tout à fait crédible, c'est que comme il aimait bien le whisky, il avait de temps en temps un petit mal de crâne. Et qu'est-ce que l'on fait quand on a un mal de crâne? On va à la pharmacie? Ah ben voilà. Eh bien, je vais lui envoyer ce message. On peut utiliser le pigeon pour lui envoyer un message. Sans aucun problème. Génial. Je vais vous confier le pigeon et Très bien. pendant ce temps-là, je vais rédiger le message. Parfait. Churchill est bien passé à Montreuil-sur-Mer.
Voilà, je pense que c'est bien. Il faut que j'envoie absolument un SMS maintenant à Tim en lui demandant de se rendre dans les plus brefs délais à Berck-sur-Mer. Là, vous allez me faire le plaisir de le lâcher. C'est Vous moi qui m'avez le déjà prends bien aidé, tout à fait. Allez-y. D'accord. Je le prends et je le lâche comment? Quand vous voulez. Comme Allez. ça? Voilà. Hop. En bon camarade, Tim se rend à Berck. Il retrouve Jean-Louis, revenu chez lui en toute hâte. Je suis dans le bon coin. Je Oui, suis je pense. ici à cause de Stéphane. Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes chez moi. Stéphane vous a envoyé un message par pigeon voyageur. Ah bon? Mais pour l'instant, le pigeon n'est pas rentré. Donc, nous allons l'attendre ensemble. Ok. Message par Oui. pigeon voyager. Oui, comme autrefois. Bon, j'attends avec impatience. Impatience. D'accord. Mais malheureusement pour Tim, le pigeon voyageur semble évoluer dans un espace-temps légèrement différent du nôtre. Le pigeon a beau avoir déjà parcouru 20 km, Ah, le voilà. Il est là. ce sont les 10 derniers mètres qui semblent les plus compliqués. Allez en place, allez. Allez. Allez en place, garçon. Allez. Eh ben oui, il est là, mais malheureusement, c'est un mauvais rentreur et j'espère qu'il va pas nous faire poireauter trop longtemps. Hop, allez. Bon, on va s'écarter. Merci Stéphane pour ton texto. Voilà. Allez. Allez, voilà. Allez, allez, allez. Voilà. Eh bien, Bravo. très bien. Ok, qu'est-ce que Stéphane m'a dit? Mr. Churchill est bien passé à Montreuil-sur-Mer et peut être à la pharmacie pour soigner un gueule de bois. Merci Stéphane. Le voile levé sur le mystère Churchill, je peux continuer à dérouler l'histoire de la maison de Tim. Il y a une piste que je n'ai pas encore creusée et qui me trotte dans la tête. Un des trumeaux dans le salon de Tim rappelle le style d'Antoine Watteau, le célèbre peintre du XVIIIe siècle. Tim aurait-il un trésor dans son hôtel particulier? Pour répondre à cette question, j'ai fait appel à Laura Gall, médiatrice culturelle au musée de Montreuil-sur-Mer. Tim, je suis revenu, mais cette fois-ci accompagné. J'aimerais te présenter Laura. Bonjour Laura. Laura, elle est spécialisée dans l'histoire de l'art. Lorsque je suis venu la première fois ici, tu m'as fait découvrir ce salon, tu m'as montré les différents trumeaux qui se trouvaient aux quatre coins de la pièce, et j'ai voulu savoir si c'était l'œuvre d'un artiste célèbre et surtout si c'était les originaux. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à un expert. Alors, déjà, quand on regarde les trumeaux, la première chose qui saute aux yeux, c'est le sujet de représentation, ce qu'on va appeler les fêtes galantes. Et il se trouve que les fêtes galantes, c'est un sujet typique du XVIIIe siècle, qui est la date de construction de l'hôtel particulier. Donc, à ce niveau-là, ça pourrait coller. Mais maintenant, pour savoir si c'est un original, on fait quoi? Alors, il faut s'approcher un petit peu plus Oui. de la toile. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on ne distingue pas ce qu'on va appeler la touche. Donc, la touche, ce sont les petits coups de pinceau qu'on va Oui. retrouver sur la toile. Ici, on a quelque chose, finalement, de très plat. Ensuite, on voit que ça brille énormément. Donc, on peut supposer qu'il s'agit de ce qu'on va appeler une reprographie et probablement une chromolithographie. Chromolithographie. Chromolithographie, et c'est un procédé qu'on retrouve principalement au milieu du 19e siècle. En plus, je peux te certifier qu'il ne s'agit pas d'un vrai, puisque l'original est l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Jean-Baptiste Pater, et le vrai tableau est conservé au Worcester Museum aux États-Unis. Peut-être il a le faux. Peut-être qu'ils ont le faux au musée. Ça, c'est pas bête comme idée. Non, ça m'étonnerait réellement. Bon,
Alors forcément, on est un peu déçus. Un petit peu déçu, c'est vrai, mais mon assurance, c'est pas changé. Bon, néanmoins, il y a quand même une très grande tradition artistique à Montreuil. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y avait une école de peintre ici à Montreuil, et peut-être on peut y visiter un ou deux de ces coins pour vous montrer où vous étiez inspirés. Tu nous emmènes tous les deux? Bah oui. Ah bah allez, on y va. Bon, je change seulement mes bottes. Nous suivons Tim pour une promenade champêtre le long de la Canche. Bordé d'une nature luxuriante, ce fleuve, situé en contrebas des remparts, s'étend sur 100 km avant de se jeter dans la Manche. Ce paysage attira des artistes bien au-delà des frontières du Pas-de-Calais. Tu aimes bien te promener ici? Oh, c'est tous les semaines. C'est bucolique. C'est magnifique et ça change avec toutes les saisons. Tim n'est pas le seul à s'être intéressé à Montreuil parce qu'au milieu du 19e siècle, il y a une colonie de peintres américains, britanniques, qui va s'installer à Montreuil. Alors il faut retracer un peu le contexte. À l'époque, l'art américain est balbutiant. Ils n'ont pas le patrimoine et l'histoire des peintres européens. Et ils vont énormément s'inspirer des impressionnistes. Et pour ça, ils vont venir en France pour prendre des cours dans les académies parisiennes. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus s'installer précisément à Montreuil-sur-Mer? Les peintres, en période de vacances, quand ils ne sont plus dans les académies, eh bien, ils vont se rendre à Montreuil et ils vont retrouver le charme pittoresque d'une petite ville patrimoniale ici. Ce sont des paysages exclusivement qu'ils peignaient? Alors, pas exclusivement des paysages. Quand on parle de peinture de paysages, on va aussi représenter le patrimoine, les monuments, également la nature. Et ce qu'ils vont chercher à représenter, ce sont toutes ces variations de lumière sur les remous de l'eau, etc. Alors moi, il y a quelque chose qui m'étonne maintenant, depuis que nous avons démarré notre petite promenade et nos différentes enquêtes, Tim, c'est la richesse de l'histoire de cette ville de Montreuil-sur-Mer. Oui, effectivement. On a découvert le patrimoine, l'architecture, les artistes, mais on n'a toujours pas parlé de la gastronomie. Je vais te présenter mon copain François. Il va te faire un plat emblématique de Montreuil-sur-Mer. Ah, je suis curieux. À Montreuil-sur-Mer, la chasse est une véritable tradition. Ce n'est donc pas un hasard si le plat que je m'apprête à découvrir est à base de gibier. Regarde, Tim, comme on est bien là, en plein milieu des marais. Exactement. Alors, Tim souhaitait que je vienne absolument ici pour découvrir une recette locale. C'est quoi cette recette? Pâté de bécassine. Pâté de bécassine en croûte à la montreuilloise. Voilà, tout est dit. Beaucoup plus. Voilà. Alors, les bécassines sont Les ici. bécassines, voilà, j'ai préparé déjà un petit peu. On l'appelle aussi la demoiselle des marais. Parce que c'est très, très, très fin, hein, comme oiseau. Est-ce que c'est une recette très ancienne? C'est fin du 18e, début du 19e. D'accord. Exactement. Alors, je vois qu'il a déjà bien avancé, François. Hein. Oui, j'ai déjà préparé un petit peu. J'ai déjà prélevé les intérieurs des bécassines que j'ai mis avec de la gorge de porc. D'accord. Ensuite, On un rajoute petit peu, quelques épices. 4 épices. Voilà. Mon père disait toujours, le gibier ne supporte que l'Armagnac. Mais le gibier est connaisseur. Montreuil a toujours été une ville un peu gastronomique. Oui. Donc les restaurants accueillaient les visiteurs avec du pâté de bécassine. Ma grand-mère, étant petite, voyait sur les bords des fenêtres les pâtés de bécassine se refroidir. Donc elle a voulu savoir comment ça se faisait le pâté de bécassine. Elle l'a transmis à son fils. Oui. Et voilà, j'ai continué. Et vous êtes aujourd'hui le seul à faire du pâté de bécassine? Voilà, je suis le dernier de Montreuil que je transmets. Le représentant? Et tu mets la tête de bécassine. Ah, tu mets la tête de bécassine Voilà. dessus. Ça te rappelle pas les grands plats que tu voyais quand tu regardais Ivanhoé ou un chose comme ça? Sur les tables de roi. Alors, De préférence, ça se consomme chaud? Non, en fin de cuisson. Et voilà la croûte maintenant. La croûte à tout prix
tout le gras. Ça, c'est un petit bonbon. Ça, c'est un petit bonbon. Ah, merci François. C'est vrai que c'est délicieux. Très, très bon. Mais est-ce que tu crois que Victor Hugo a mangé ça? Pourquoi tu me parles de Victor Hugo? Tu connais pas Victor Hugo? Je connais Victor Hugo, mais quel lien avec, effectivement, ce pâté de bécassine? Ah bon, parce que Victor Hugo, il est beaucoup associé avec... Avec cette petite taquinerie, Tim me rappelle que l'intrigue d'un des plus grands romans de la littérature française, Les Misérables, se situe à Montreuil. Cette petite ville est donc si spéciale qu'elle a inspiré Victor Hugo. Pour comprendre la façon dont Montreuil a touché le romancier, je retrouve sur les majestueux remparts de la ville Jean-Marie Fontaine, un amoureux de l'œuvre de Victor Hugo. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Merci de m'avoir donné rendez-vous sur les remparts, parce que la vue est exceptionnelle. C'est effectivement le parcours que les Montreuillois adorent et on comprend pourquoi. C'est une vue magnifique. Alors, c'est le lieu idéal aussi pour évoquer un personnage, Victor Hugo, parce que Les Misérables, c'est ici. Les Misérables, le livre premier des Misérables, c'est à Montreuil-sur-Mer. Victor Hugo est venu effectivement au retour d'un voyage et on en a la certitude puisqu'il l'a consigné dans une lettre. Une lettre qu'il adresse à? Ah, une lettre qu'il adresse à sa femme. Voulez-vous que je vous la lise? Avec plaisir. Je suis parti d'Étaples de bon matin, je voulais déjeuner à Montreuil-sur-Mer. Montreuil-sur-Mer serait mieux nommé Montreuil-sur-Plaine. C'était autrefois une charmante ville, ce n'est plus maintenant qu'une citadelle. Mais des remparts, on a une vue admirable de coteaux et de prairies, car la ville est haut située. Je ne vous cache pas qu'avec cette jolie barbe, j'ai un peu l'impression de me balader avec Victor Hugo aujourd'hui. C'est gentil, merci. Les remparts n'offrent pas seulement une vue magnifique, ils divisent aussi Montreuil en deux, une ville basse et une ville haute. Cette dualité a nourri l'œuvre de Victor Hugo. Je découvre donc au pied des remparts un adorable quartier coloré, traditionnellement populaire. La Canche, passant à proximité, c'était le secteur des moulins, des tanneries et des ateliers. Victor Hugo s'en est inspiré pour imaginer la verroterie de Monsieur Madeleine, alias Jean Valjean. C'est ça qui va intéresser Victor Hugo, l'opposition entre la ville haute, un petit peu bourgeoise, les hôtels particuliers, et la ville basse, ouvrière, besogneuse. Et cette ville basse, il l'évoque ou il est très précis justement dans son ouvrage? Non, c'est plutôt la symbolique. On est les misérables. Qui sont les misérables? C'est pas le milieu besogneux qui est misérable. Le quartier misérable, c'est plutôt la misère du cœur. Cette ville haute que lui va appeler le petit Saint-Germain de l'endroit. Saint-Germain, c'est flatteur, mais le petit Saint-Germain de l'endroit, c'est nettement moins flatteur. La dernière étape de notre parcours dans les pas de Victor Hugo nous mène à la Cavée Saint-Firmin, une rue pittoresque et emblématique de Montreuil. Cette rue a été immortalisée dans un film de 1924, le film d'Henri Fescourt, Les Misérables, un film qui a fait le tour du monde. Quelle a été la scène précise tournée dans la Cavée Saint-Firmin? Alors ici, dans cette rue, la scène qui a été tournée, c'est la scène de l'arrestation de Jean Valjean, devenu Monsieur Madeleine, ancien bagnard, toujours recherché et poursuivi par l'inspecteur Javert. On est au cœur du roman. Jean-Marie, vous m'avez donné envie de me replonger dans Les Misérables. Merci beaucoup pour cette page d'histoire que vous avez partagée avec moi. Je le garde précieusement. Merci mille fois. Cette rue si spéciale qui inspira un cinéaste au début du XXe siècle semble avoir été figée dans le temps. Mon voyage dans le temps a brossé le portrait de toutes les époques que l'hôtel particulier de Tim a traversé. Mais il reste une page d'histoire que je n'ai pas encore explorée,
celle de la Deuxième Guerre mondiale. Cette époque a forcément affecté la vie des Montreuillois, notamment celle de la famille Sarrazin, les derniers occupants de la maison de Tim. Montreuil-sur-Mer, comme tout le nord de la France, tombe sous le joug allemand en juin 1940. Comme les Britanniques pendant la Grande Guerre, l'armée du Troisième Reich comprend les avantages d'une ville fortifiée. Montreuil, une fois de plus, va jouer un rôle majeur dans l'histoire. Pour lever le voile sur cette époque, je retrouve Jean-François Graillot, guide conférencier au musée de Montreuil. Que s'est-il passé à Montreuil-sur-Mer pendant la Seconde Guerre mondiale? Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, Montreuil a une position tout à fait particulière, puisqu'elle se trouve à 15 km à l'intérieur des terres, Oui. à 15 km du cordon littoral, qui est, lui, particulièrement bunkerisé par l'armée allemande. C'est ce qu'on appelle le mur de l'Atlantique. Hein. Tout à fait. Toute cette série de bunkers, elle est construite et supervisée par un état-major qui se trouve, lui, à Montreuil. Et beaucoup d'officiers allemands vont passer par ici? Oui, notamment Rommel, qui passe à Montreuil, à l'hôtel Acari, superviser la bonne construction de tous ces bunkers. Jean-François me mène à l'unique vestige de Montreuil témoignant du passage de l'armée allemande. Alors là, je vous emmène dans un endroit assez particulier. C'est une petite ville sous la ville, ce sont les casernements allemands. Je découvre que des centaines de mètres de galeries bien dissimulées ont été creusées en 1943. Elles sont l'œuvre de l'organisation Todd, du nom de Fritz Todd, ingénieur militaire incontournable de la machine nazie. Il est à l'origine de la normalisation des bunkers allemands. Comme vous pouvez le voir, Stéphane, c'est extrêmement bien défendu. Il y a une porte absolument énorme à 2 battants qui fait 640 kg. On a également une petite loge qui permettait de loger une mitrailleuse pour défendre l'entrée du tunnel. Et on sait effectivement combien de personnes ont dormi dans ces lieux à peu près? Alors, vu le nombre de petits logements, on estime à plusieurs centaines le nombre de soldats pouvant être logés ici. En tout, il y a 600 mètres de tunnel. Alors que Montreuil n'a quasiment jamais été bombardé, ces 600 mètres de souterrain ont bien failli défigurer cette jolie ville. Ça a très rapidement causé des problèmes d'effondrement en surface. Il y a un hôtel particulier, qui est l'hôtel de Torcy, qui s'effondre complètement. Et on hésite même pendant quelques années à raser la quasi-totalité de la rue qui est concernée par la présence des souterrains. Est-ce qu'on sait combien de temps les soldats allemands sont restés dans le souterrain? Alors le paradoxe, c'est que ces souterrains n'ont jamais été utilisés. Parce qu'en septembre 1944, l'armée canadienne libère Montreuil. Les Allemands quittent en catastrophe la ville et laissent les souterrains en chantier. J'ai juste une dernière question. Je cherche à savoir ce qu'était le quotidien du 76 rue Pierre-Ledan durant cette période d'occupation. Vous avez des informations là-dessus? Alors, précisément sur cette maison, non. Je pense qu'il faut trouver un autre interlocuteur. Bon, je vous remercie en tout cas beaucoup, C'est un Jean-François. plaisir. Pour connaître le destin des Sarrasins pendant la guerre, il ne me reste plus qu'à me tourner à nouveau vers Philippe Valk. Il a recueilli le témoignage de leurs descendants. Je le retrouve chez Tim pour boucler notre histoire. Là, tu vois, hein, Tim, Philippe ne vient jamais les mains vides. On a des tickets de rationnement. C'est un document exceptionnel qu'on a entre les mains. C'est un document qui est bien symptomatique de l'époque, c'est-à-dire que chaque Montreuillois touchait des coupons tous les mois qui leur permettaient de pouvoir aller chercher de quoi vivre. Là, c'est du lait, puisque Madame Sarrazin avait un bébé en bas âge, donc elle avait besoin de lait. Vous avez donc les tickets de quart de litre et de 3/4 de litre. Alors, vous faisiez référence à Madame Sarrazin. Nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale. Où est Monsieur Sarrazin à ce moment-là? Monsieur Sarrazin est prisonnier. Donc en 1940, les militaires, eux, ont été prisonniers à Dunkerque. Par contre, tout le corps médical s'est retrouvé au Touquet. Oui. Prisonniers au Touquet. Et ensuite, ils sont partis pour l'Allemagne.
Combien de temps est-il resté en Allemagne? Il est resté 8 mois prisonnier. Et il est revenu ici après? Il est revenu ensuite à Montreuil. Et pendant ce temps, qu'est-ce que s'est passé avec Madame Sarrazin? Madame Sarrazin a eu la chance, elle, de pouvoir bien sûr rester chez elle, parce que c'est quand même un hôtel particulier. Vous savez que les Allemands les avaient réquisitionnés. Au départ, elle avait tout l'étage. Le bas était réservé pour les officiers, pour faire un bureau, et ainsi de suite. Et par la suite, une des chambres a été réquisitionnée pour les officiers. Et combien ça passait cette Cohabitation? cohabitation? Ça ne s'est pas trop mal passé, hein. Les officiers qui ont réquisitionné la chambre étaient des gens quand même éduqués. Et une seule fois, ils ont fait beaucoup de bruit et Madame Sarrazin, bien sûr, qui n'avait pas froid aux yeux, est venue leur dire quand même de mettre un bémol dans la mesure où elle avait un bébé et que le bruit le dérangeait, l'empêchait de dormir. Ils se sont excusés et bien entendu, elle n'a plus eu de soucis. L'issue aurait pu être beaucoup plus dramatique. Ah, tout à fait, tout à fait. Le chapitre sur la Seconde Guerre mondiale se referme. La maison de Tim a donc connu de nombreuses vies. D'abord, propriété d'une aristocrate, Madame Dupuis, aux alentours de 1785. Louis-Marie Lagache la rachète en 1793 pour la transformer en pharmacie. Par l'intermédiaire de M. Carré, qui l'acquiert en 1895, elle a peut-être accueilli Winston Churchill. Enfin, Eugène Jules Sarrazin y a traversé toute la Seconde Guerre mondiale, avant d'en céder les clés à Tim en 2007. Alors on a appris plein de choses sur ta maison. Incroyable, incroyable. J'étais ravi de tout ce qu'on a fait. J'avais un nouveau coup de foudre que j'avais quand je l'ai acheté. Cette enquête se termine. Comme Tim, je suis tombé sous le charme de cette petite ville et de ses habitants. C'est grâce aux Montreuillois et à leur curiosité pour le passé que j'ai pu résoudre chaque énigme et finalement relier la petite histoire à la grande.